Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les carnets d'Énaïde. Comme toujours, c'est Diane et vous avez Mathieu avec moi. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'émission précédente d'il y a quelques jours qui concerne son expatriation. Pour ceux qui n'auraient pas suivi cette émission, dont le lien sera en description, nous avons parlé de ses démarches pour se préparer à son départ et ses souvenirs du Canada, comment il est venu à réfléchir, qu'est-ce qui l'a poussé à partir, parce que bon, il n'est pas parti comme ça d'un claquement de doigts. Hein. Je suis parti avec mon sac à dos, non? Il n'est pas parti avec son sac à dos, ses petites chaussures de rando et puis vas-y. Non. Non. En sachant que J'aurais pu, vous pouvez tout. Oui. partir avec ma canne et mon pic d'hiver, ça aurait pu être rigolo, mais non. Même pas. Ah, t'es décevant Même là-dessus. pas. Même pas. La canne est arrivée après. Magique. Vous pourrez aussi vous poser vos questions dans les commentaires. Sachez que, par avance, toutes les infos que nous donnons sont vraiment à titre indicatif. Toute information, on va dire, officielle, on vous invite à vous rapprocher des sites gouvernementaux, bien sûr. Nous n'allons C'est la parler meilleure des sources. que du Canada. Il faut savoir que chaque pays a ses propres règles. Ses propres démarches. Ses propres démarches. Chaque pays est unique. Chaque parcours est unique, puisque on peut partir pour des raisons pro, on peut partir pour des raisons familiales, on peut partir en vacances et puis se dire je tombe amoureux du pays. Ça peut arriver aussi. Oui, ça arrive même très souvent. Le retour à l'épisode 1 pour le savoir, parce que tomber amoureux du pays, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ça. Donc en fait, on avait laissé Mathieu dans l'avion. Oui, et là, exactement. Et donc là, avec tes chocottes. C'est ça, avec tes chocottes. Et là, on va descendre tout doucement à l'aéroport de Montréal. Qui s'appelle l'aéroport Trudeau, qui est du nom de Pierre Elliott Trudeau, qui est un ancien Premier ministre du Canada. Ce nom de famille ne vous est pas inconnu, puisque le Premier ministre actuel du Canada, c'est Justin Trudeau, le fils du premier nommé. Voilà. Ok, ça c'est bon à savoir. Pour ceux qui sont un peu plus vieux au niveau générationnel ici, ce serait l'aéroport d'Orval, parce que Dorval, c'est l'endroit où il se trouve. Mais il s'appelle l'aéroport Pierre Elliott Trudeau. Abréviation YUL pour ceux que ça intéresse. Voilà. Ok. Ah oui, le langage. Le langage aéroportuaire. de l'aviation, exactement. Tout comme Charles de Gaulle, c'est CDG, tout ça. Enfin, c'est ça, et c'est YUL ici. Eh bien écoute, ça y est. Tu poses tes premiers pas sur le sol canadien. Enfin, premier pas. Nouveau premier pas, hein, puisque tu es déjà parti, comme on l'a évoqué dans le premier épisode. Comment est-ce que tu te sens? Fatigué. Très fatigué, c'est-à-dire que j'ai donné énormément d'énergie, comme j'ai dit dans le premier épisode, j'ai donné beaucoup d'énergie à me demander si j'allais rester en l'air ou pas. Et donc vraiment très fatigué. Je suis levé depuis beaucoup de temps. Il me semble que j'ai atterri entre midi et 14h, j'ai plus les horaires en tête et honnêtement. Heure locale. Heure locale, exact. Donc on va dire entre 18 et 20h. Imaginez que vous êtes réveillé depuis 4h du matin et que vous ne vous êtes jamais arrêté depuis jusqu'à 20h le soir. Et genre jamais, pas 5 minutes, d'accord? Donc vous imaginez la fatigue. Donc l'avion atterrit. D'ailleurs, est-ce que dans mon avion, les gens ont applaudi à l'atterrissage? Non. Ceux que ça intéresse. Enfin, des gens intelligents. Alléluia. Il faut savoir, pour la petite précision, pourquoi Mathieu évoque ça. Il y a une tradition, d'où elle vient je ne sais pas. Assez étrange. Assez étrange, que j'ai vécu moi-même. Que les personnes à l'atterrissage d'un avion applaudissent. Ne nous demandez pas. Pourquoi? Parce que a priori, quand tu fais atterrir un avion, t'es censé être un super pilote, ça a dû rester comme ça. Donc j'atterris effectivement, et comme j'ai pu très brièvement le dire dans le premier épisode, mais vraiment très brièvement, du fait de mon handicap physique, sur lequel on pourra peut-être revenir un jour, j'ai été pris en charge à Paris comme à Montréal par les équipes d'Air Transat pour pouvoir entrer dans l'avion et sortir de l'avion. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé dans le premier épisode, mais l'entrée dans l'avion, c'était rigolo parce que j'étais dans un cube qui m'a emmené du terminal jusqu'à l'avion, dans une espèce de cube de transport pour m'amener dans un fauteuil spécifique pour que je puisse m'asseoir. Et donc, à l'arrivée, c'était la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un est venu me chercher, m'a mis dans un fauteuil, et à partir de là,
j'ai été emmené là où je devais aller, c'est-à-dire, premièrement, aux douanes, évidemment. Et c'est d'ailleurs un épisode qui me fait toujours rire aujourd'hui. C'est que je ne sais pas s'il y a beaucoup de voyageurs qui vont nous regarder, mais les douanes, ça peut durer longtemps s'il y a besoin que les procédures soient vérifiées, etc. Moi, sachant que j'avais la trouille que mon dossier n'était pas suffisant, j'avais même la trouille, je vous jure que c'est vrai, j'avais la trouille de m'entendre dire « vous retournez en France, monsieur », alors qu'il n'y avait pas de raison, parce que j'avais tous les papiers en règle, assurance et tout le bazar, assurance, PVT et machin. Donc moi, j'avais serré contre moi, là, comme ça, là, serré contre moi la chemise jaune qui contenait tous les papiers, en disant il faut que ça marche. Je n'ai pratiquement pas de souvenir des couloirs d'accès entre la sortie de l'avion et la douane, mis à part une fois où j'ai passé la fameuse carte qu'on vous fait remplir avant d'atterrir par rapport à la déclaration en douane, une espèce de déclaration sur l'honneur que vous faites. Est-ce que vous transportez de la drogue? Non. Est-ce que vous avez été terroriste? Non. Et donc j'avais ça, et je l'ai passé dans un portique, et puis après j'ai atterri dans la douane. Mais je n'ai pas de souvenir entre les deux. Blackout. Comme ça, j'arrive à la douane, donc, en me disant, je savais que Véronique m'attendait dans le terminal, et je passe à la douane, et puis je me dis, ça va peut-être durer 1 heure. Non, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que le personnel douanier m'a vu arriver en fauteuil avec la personne d'Air Transat, les personnes, parce qu'ils étaient 2. Et ils m'ont fait passer, non pas devant tout le monde, mais presque. C'est-à-dire qu'il y avait quelques personnes. Je suis passé devant ces quelques personnes, mais les guichets étaient peu achalandés, c'est-à-dire qu'il y avait pratiquement personne. Donc j'ai atterri directement devant un guichet d'un douanier d'une 50aine d'années, je crois, de mémoire, grisonnant, tout ce que tu veux. Et il me dit « Bienvenue au Canada ». Oui, merci. Pourquoi vous voyagez chez nous? Donc je lui explique qu'il y a un PVT. Il me dit « Ah d'accord, sortez-moi tel papier ». Donc je lui sors la preuve de la lettre d'invitation qui me dit « Vous pouvez venir au Canada ». Je lui sors. Il vérifie rien d'autre. Je sais pas, je devais avoir une bonne tête. Il vérifie rien d'autre. Mais pas de preuve financière, pas d'assurance, rien du tout. Et il part faire un PVT, il l'imprime, il me le donne, je regarde les dates j'ai le réflexe, je ne sais pas trop d'où, j'ai le réflexe de regarder les dates d'expiration. Je dis, mais monsieur, excusez-moi de vous embêter, mais c'est un PVT de 2 ans que j'ai obtenu. Ah! Il regarde le papier, le truc était que de 6 mois. Donc il a pris le papier, il l'a déchiré devant moi, il en a refait un autre. Et donc cette procédure, au total, entre le moment où j'ai atterri devant le guichet et le moment où il a imprimé 2 fois son truc avant de me dire à nouveau, bienvenue au Canada, tamponné, machin, il me l'a même agrafé dans mon passeport à ce moment-là, ça a duré 5 minutes. J'ai passé littéralement 5 minutes à la douane, alors que ça aurait pu en durer que 3 s'il ne s'était pas trompé. Peu importe, moi 5 minutes, ça m'a fait sourire, et au bout de 5 minutes, donc je repars avec le personnel d'Air Transat qui me ramène au terminal, et là il y a Véro qui m'attend. Du coup, t'as Véro qui vient te chercher, et une fois que tu la vois, c'est ta compagne à distance, mais t'as tout qui relâche, quoi. Ouais, c'est ça, il y a tout qui relâche, et je précise aussi, je pense savoir pourquoi ça n'a duré que 5 minutes. C'est parce que les douaniers sont parfaitement conscients que le personnel comme ça, d'Air Transat ou des compagnies aériennes qui accompagnent des gens, n'ont pas que la personne en cours à s'occuper. C'est-à-dire qu'ils doivent s'occuper d'autres vols qui arrivent, donc ils m'ont pas fait attendre pour cette raison, je pense. Pas parce que j'avais une bonne gueule comme je l'ai pensé au départ, mais principalement pour ça. Ça peut jouer aussi, mine de rien, quand t'es quand même honnête sur toi. Ça se passe mieux que si t'arrives et que t'es un peu grognon ou un peu... Voilà, je veux dire, y a ça aussi. C'est sûr que j'en menais pas large, mais que ça se voyait pas trop parce que je sais me tenir. Et que à la moindre question qu'on me pose, je réponds instantanément, etc. Et que je savais comment ça allait se passer. On en avait discuté au préalable avec Véro, donc je le savais. Donc ça a duré 5 minutes. Je retrouve Véro. On prend le temps de récupérer ma valise orange, la fameuse. Je vous jure que je ferai une photo Instagram un de ces jours pour vous montrer à quel point elle se détachait des autres. Je ne pouvais pas la louper, il n'y avait que moi qui avait une valise orange comme ça. Donc on la récupère. La première chose qu'on fait, après les retrouvailles en tant que telles qui ne regardent que moi, c'est me mettre des titres de transport sur une carte de transport qu'elle avait gardée pour moi. Parce que c'est des cartes magnétiques qui durent un certain temps. Elle en avait une
qu'elle n'utilisait plus. Donc on a mis des titres dessus pour que je puisse me déplacer. On a pris la ligne 747 de bus qui emmène de l'aéroport au centre-ville, je vous jure qu'elle s'appelle comme ça, et c'est fait exprès pour le Boeing 747, etc. Donc on a pris la ligne 747 pour arriver en ville, et puis après on est rentré entre guillemets chez nous. Parce que moi je me sentais pas encore chez moi, mais j'allais vite la prendre. Et donc à partir de là, j'ai plus tellement de souvenirs de cette journée, si ce n'est que la seule chose que j'ai demandé, je crois que c'était de dormir. Après ces 30 heures très intenses, et la suite n'aura lieu que le lendemain, parce que finalement, je suis arrivé de mémoire, on est sorti de l'aéroport à 14-15 heures, et on était en plein mois de janvier, et donc la nuit tombe très vite, donc on avait pas de choses à faire de plus. Et c'est le lendemain, véritablement, que les démarches ici ont véritablement commencé. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, la première optique, c'était de travailler le plus rapidement possible. Tout s'est bien passé, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pensais naïvement qu'on allait me poser des questions, que j'allais potentiellement me retrouver devant deux douaniers quand ils veulent creuser un peu plus. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Qu'est-ce qu'il faut... Oui, non, mais c'est le problème des films d'espionnage, c'est qu'on est tous persuadés que tout le monde interroge tout le monde. Alors, pas du tout. Mes papiers étaient en règle et puis c'est tout. Enfin, t'as une lettre d'invitation, les dates sont respectées. Ils auraient pu regarder ma preuve financière comme quoi j'avais quelques milliers de dollars devant moi. Ils auraient pu vérifier mes assurances privées pour éviter les problèmes en cas de pépin médical. Oui, il a fait le choix de pas le faire. M'en fous, c'est bien lui fasse. Hein. C'est son problème. Donc ça s'est très bien passé. Effectivement, au bout de 5 minutes, j'étais dehors. Et puis... Enfin, j'étais dehors. J'étais dans le terminal où Véronique m'a récupéré. Et le plus gros souvenir de ce jour-là, quand je suis sorti concrètement des bâtiments, la première chose que j'ai vue, c'est le drapeau du Québec et le drapeau du Canada flotter. Et à ce moment-là, instantanément, dans ma tête, ça a fait « t'as fait le bon choix ». Et j'ai jamais regretté. Voilà. C'est l'essentiel. C'est ça, clairement. Du coup, tu te dis fatigué, tu dis t'as dormi. Ouais. Comment tu as vécu du coup le décalage horaire et le jet lag? Parce que bon, il faut savoir que quand on voyage 8 heures dans un avion, que c'est une des rares fois où tu as pris l'avion aussi longtemps. Le jet lag, j'ai mis peut-être 48 heures, 2 jours de plus à m'habituer à l'heure du Québec, dans le sens où, pour indiquer à nos spectateurs, c'est 6 heures de différence. C'est-à-dire que... Midi chez nous, il est 6 heures du matin à Montréal. Je me suis réveillé à 2-3 heures du matin pendant 48 heures, mais après ça s'est très vite replacé. Pourquoi? Parce que je suis vite rentré dans une routine. Avec un rythme très très vite. Non seulement parce que j'allais travailler, donc comme je l'ai dit, 10 jours plus tard, mais en plus, même si Véro avait pris quelques jours de vacances pour m'accueillir, c'est-à-dire que elle retravaillait pas directement dès le lendemain, il me semble que c'était que quelques jours et qu'après il a fallu qu'elle reprenne son propre rythme, donc il a fallu que moi je m'adapte. Ce qu'on a fait le lendemain, c'est créer mon numéro d'assurance sociale, donc mon numéro de sécu, pour que je puisse travailler, parce que c'est la première chose qu'on me demande, que je puisse faire reconnaître mon PVT, etc. Enfin, voilà, on est allé à Service Canada. Dans les jours qu'on suivi, il a fallu acheter quelques fringues, parce que bon, j'allais pas me pointer à un boulot en t-shirt et jean quand même. Surtout que c'était dans un cabinet d'avocats, donc j'avais plutôt intérêt de bien saper. Voilà, un petit look sympa. Donc on a fait donc ces quelques jours où j'ai un peu atterri et effectivement quelques achats volontaires, etc. Attendre de savoir que le premier boulot était confirmé, parce que c'était pas confirmé au moment où je suis arrivé. C'est arrivé 48 heures après, je crois. Ouais, donc rapide, et donc c'est arrivé très très vite. Non, on a fait en sorte que je puisse travailler très très vite. Et d'ailleurs, j'en profite, je sais pas si elle la regardera, mais j'en profite pour remercier ma belle-mère qui a fait un boulot incroyable en me trouvant ce premier travail et que je sois tout de suite dans l'expérience. On l'embrasse si elle nous regarde. Si elle nous regarde un jour. Donc ces premiers jours ont été un peu flottants. Je te dis t'as pris tes repères, t'as aussi découvert un peu la culture, les transports. Alors, découvert le quartier. Alors, anecdote amusante, je suis arrivé avec mes petites baskets. En plein mois de janvier, En plein mois de janvier, donc en plein mois de janvier, Canada. Pour moi, excuse-moi, cliché de française, hein, je vais rentrer. Voilà. Ouais. Tu me dis mois de janvier, Canada, basket. Je te dis, mais tu es malade. Pourquoi tu n'as pas pris
Des chaussures, j'ai envie de dire de rando, t'en as qui sont sympas quand même. Parce que j'ai préféré ne pas faire l'erreur que font beaucoup de Français en arrivant ici, c'est-à-dire qu'ils se chargent comme des vaches, avec des excès de bagages, avec des grosses bottes et des gros machins et des gros trucs. Moi, j'ai préféré les acheter ici. Oui, mais t'aurais pu les avoir au pied. Ouais, enfin me balader à Charles de Gaulle avec... Excusez-moi, je vais faire un trekking dans l'avion. Voilà, c'est ça. Donc non. Et donc j'ai acheté effectivement ma première paire de bottes dès le lendemain, parce que c'était impossible, quoi. Il y avait de la glace partout. le lendemain, la première neige, bon, Véro m'a prêté un manteau d'hiver qu'elle avait déjà d'avance. Un de ses anciens manteaux d'hiver qui m'a fait les premières semaines, même un peu plus. Il m'a fait les premiers mois en attendant que je m'achète mon propre manteau d'hiver, comme j'avais envie de l'acheter, quoi. Et donc, oui, on a visité le quartier. Je suis allé voir donc ma belle-mère, je suis allé voir différents endroits à Montréal que je devais connaître, etc. Donc, ça a été un peu du tourisme pendant quelques jours. Et puis après, Véro a repris son travail, qui à l'époque était en service client pour du jeu vidéo. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui, elle fait autre chose. Et elle avait des horaires décalés. C'est-à-dire que, de mémoire, je crois qu'elle travaillait le matin à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Elle pourra m'assassiner en commentaire si j'ai dit une connerie, c'est pas grave. Les horaires des call centers, hein, en fait, Voilà, des horaires toujours décalés, toujours à la con, excusez-moi l'expression, mais voilà. Exact. Pour l'avoir vécu, voilà, c'était des horaires décalés. Je suis certain qu'elle travaillait le matin puisqu'elle se levait super tôt. À partir de ce moment-là, entre le moment où donc elle a repris le travail et puis moi, quelques jours plus tard, j'allais travailler, mais dans ce laps de temps de quelques jours, je me suis retrouvé seul dans l'appartement, sans mes propres affaires, ça va sans mes repères. Et bah, là, par contre, il y a eu une première remise en question en disant mais qu'est-ce que... Mais en fait, c'était la même qu'à l'aéroport, mais t'es sûr que t'as fait le bon choix là? T'es sûr? Mais oui, non, ça a duré quelques jours, effectivement. C'est et puis normal. une fois que j'ai commencé à travailler, bon bah, la machine est bien partie. Et le premier conseil sur place que Véro m'a conseillé, je fais regarde la télé. Regarde la télé locale. Regarde les émissions de Radio-Canada. Regarde... Pour t'imprégner de la culture tout doucement. Exactement. Et la première émission que j'ai vraiment regardée de façon assidue, c'est Infoman avec Jean-René Jean-René Dufort, qui a le mérite de parler de l'actualité de façon décalée et humoristique. Et ici, La Flaque, qui n'existe plus, qui est un équivalent des Guignols de l'info, mais en image de synthèse, qui là aussi était humoristique. Donc, c'était une très bonne porte d'entrée. Et effectivement, j'ai passé ces quelques jours à m'imprégner de la culture, à oser sortir dehors. Ouais, il faut à un moment donné. Hein. Non, mais à oser sortir dehors, c'est-à-dire que c'était pas à Montréal-Nord comme aujourd'hui, mais c'était un autre quartier à côté. Je connaissais pas grand-chose du quartier, si ce n'est que Véro m'a dit le Jean Coutu, la pharmacie est là, etc. Les points importants du quartier, elle me les a montrés, mais au bout de quelques jours, j'ai dit bon bah je vais mettre mes bottes puis je vais sortir. Et j'ai appris assez douloureusement, d'ailleurs dans cette période-là, maintenant que j'y pense, j'ai appris assez douloureusement que les distances à pied ne sont pas les mêmes en Europe et ici. C'est-à-dire qu'un coin de rue au Québec est à 2 à 3 fois plus de distance qu'en France, concrètement. Ça a eu un effet négatif au départ, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à supporter les distances parce que j'avais pas une endurance physique encore suffisante à ce moment-là. C'est plus le cas aujourd'hui, hein. Je suis capable de claquer les 5 km à pied par jour. Quoi qu'avec le confinement, bref, ça doit peut-être être un petit peu plus difficile. On l'a vécu tous, ne t'inquiète pas, ici aussi c'était difficile. Ça, un peu rouillé, mais non, globalement, j'ai appris ces petites choses-là. Mon premier travail s'est enclenché donc très très vite, et puis à partir de là, il a fallu se fondre dans le paysage et dans le pays, et dans la province et dans la ville, etc. Aujourd'hui, Montréal, c'est chez moi. Le Québec, c'est chez moi. Le Canada, c'est chez moi. Du coup, ça s'est bien passé Oui, absolument, ça s'est bien passé. Mais ça s'est bien passé non seulement sur moi,
Mais ça s'est bien passé aussi parce que j'ai des gens ici, Véronique, oui, sa maman aussi, la famille autour d'elle aussi, m'ont beaucoup aidé. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a eu des réticences quand elle a expliqué qu'il y a un Français qui allait débouler. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et puis ça s'est très vite dissipé parce que j'ai fait mes preuves. Mais attention, c'est n'importe qui dirait ça. C'est pas N'importe une qui, question de quand tu personne. te mets en couple, enfin, j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours, quand tu te mets en couple, c'est une adaptation Et des des deux a- côtés. C'est ça, Il y a donc les a non, non, priori, on a des clichés, nous, enfin, malgré nous, hein, parfois. On a des clichés sur le pays hôte, et le pays ouais, hôte, on a aussi sur nous. Euh, absolument. donc du coup, c'est ce que j'appelle l'adaptation culturelle, où on apprend à se connaître. Mine de rien, même si les deux pays parlent français, on va y revenir sur une prochaine émission. Ce Ouais, même français n'est pas le même, il faut le n'est pas savoir. le même. N'est pas le même. J'apprends encore aujourd'hui entre guillemets, ça fait très maternel de dire ça, mais j'apprends des nouveaux mots encore aujourd'hui. Mais Là, on va tordre le cou. On va tordre le cou sévèrement à un cliché que beaucoup de Français pensent quand ils arrivent ici. Ce n'est pas la même langue et il faut la respecter. C'est-à-dire que vous n'allez pas demander en tant que nouvel arrivant à un Québécois de s'adapter à vous. C'est l'inverse qui se produit. C'est l'inverse qui doit se produire. comme je conseille très sincèrement à tout Français qui part à l'étranger, dans n'importe quel Oui. pays, je pense que, allez, je vais faire un petit aparté, c'est l'image Ouais. du Français qui ne veut pas Mm. s'adapter. J'ai travaillé dans le tourisme, petite expérience pro, hein, perso. Bon, le Français est connu pour ne pas s'adapter au pays où il va. La moindre des choses quand on arrive dans un pays, c'est de s'adapter, comme tu le dis. Donc ce Français québécois est différent du Français, même si on a les bases communes, hein, je veux dire. Voilà, ils vont pas Oui, parler. il y a des bases Les communes. conjugaisons, la grammaire, tout ça, c'est pareil. C'est juste en termes de vocabulaire, en termes de mots, d'expressions, tout Ou comme... de syntaxe. Ah, syntaxe, ok. Non, Ou de mais ça, syntaxe. on n'y pense pas Il y a- forcément. Non, mais ou de syntaxe. T'as un Je vais pas exemple en donner. tête? Bah oui, de mettre le mot tu à n'importe quelle phrase, à la fin de n'importe quelle phrase. Tu me niaises-tu ou des choses comme ça. Ça, c'est une forme typiquement québécoise. Mais ça, c'est pas une bizarrerie, c'est le français du Québec qui fait comme ça. Le français du Ça, Québec, ou tout simplement le québécois, il est fait d'une certaine façon, il a évolué d'une certaine façon. C'est une langue étrangère. Quand vous venez au Québec, vous apprenez comme un enfant à parler différemment, avec un accent différent. Ça m'arrive sur certaines expressions, et d'ailleurs ça fait sourire les Québécois qui m'entourent, que j'ai pas perdu mon accent français. N'importe qui m'entend parler me demande presque instantanément, pas toujours avec ménagement, mais ça arrive souvent, vous êtes français? Oui. Mais sur certaines expressions, l'accent québécois peut ressortir. Bon, après, je vais pas non plus faire l'erreur inverse, c'est-à-dire de prendre l'accent québécois jusqu'à la caricature et que ça devienne ridicule. Il faut continuer à parler normalement, naturellement, mais vous allez prendre des tics de langage, vous allez prendre des... Mais ne jamais dire, puis vous ne le feriez pas dans un pays qui ne parle pas français, vous ne le feriez pas dans n'importe quel autre pays, ne le faites pas ici. C'est pas les Québécois qui parlent bizarre, c'est vous qui êtes étranger, vous vous adaptez, c'est tout. Voilà, petite parenthèse fermée. après, on a le mimétisme. Enfin, moi, je sais que j'ai le défaut d'avoir les accents qui pointent rapidement. Et j'ai envie de dire que pour le vocabulaire, d'une région à l'autre, parce qu'en France, Oh oui, vous avez des absolument. petits mots qui varient. Hein. Pain au chocolat ou chocolatine? Moi, je suis team chocolatine, mais bon, c'est pas grave. Bisous à tous mes amis qui regarderont et qui sont team pain au chocolat. D'ailleurs, que dit-on au Québec? Il me semble qu'on dit chocolatine, mais je veux pas dire, je veux pas Il me te semble. tromper. Nous irons vérifier quand même l'information, si tu veux. C'est ça. On vous l'ajoutera en commentaire si vous voulez. Si ça vous intéresse. Et dites-nous si vous dites team pain au chocolat ou chocolatine. Alors, du coup, ton adaptation, en fait, on va dire globalement, elle s'est bien passée. Toutes tes démarches, tout ça, t'as pas eu, voilà, t'as pas eu de moment, j'ai envie de dire, où tu t'es dit, enfin, t'as douté un petit peu, tu disais au début, mais t'as pas eu de moment où t'as entendu, ou parce que tu l'as annoncé à tes proches quand même à un moment donné, Oui. où on t'a dit, mais tu penses rentrer?
Écoute, en dehors de mes très très proches qui aimeraient bien me revoir, pas me dire rentrer définitivement, mais me revoir, non. Après, il y a différents comportements par rapport à l'immigration. Je pense pas que ce soit le moment d'en parler. Il y a des comportements pas toujours très gentils. On en parlera peut-être à une autre émission où vous me poserez des questions et je vous répondrai. C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais non, il y a personne qui m'a dit est-ce que tu vas rentrer? Est-ce que ton expatriation ou ton immigration est définitive ou temporaire? Enfin, est-elle temporaire? Si on m'a posé la question peut-être moins de 10 fois, et à chaque fois c'était non. Donc bon, bah, ça a été vite réglé. La réponse est vite répondue. Bisous. C'est un peu ça. Donc ça fait maintenant 4 ans. 4 ans et demi même. Que tu es arrivé au Canada. Tu as fait des démarches sur place, du coup tu dis que c'est ton pays, que tu veux t'intégrer. Je le ressens en tant que tel en tout cas. Tu as fait des démarches du coup pour t'intégrer encore un peu plus? Alors, est-ce que tu parles administratif ou est-ce que tu veux élargir un peu? J'ai envie de te dire déjà l'administratif et puis on élargira dans un second temps. Enfin, première partie, on va dire l'administratif parce que c'est un peu le truc un peu prise de tête. Et puis après, on parlera un peu mieux. Même pas. Ouais, même pas. Voilà. Donc l'administratif, oui, bien sûr que j'ai fait des démarches. C'est-à-dire que mon immigration était faite pour être définitive. Donc effectivement, quand les conditions étaient réunies, j'ai demandé ma résidence permanente dès que c'était possible. Alors, la résidence permanente, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une citoyenneté. Les gens font souvent la confusion et je vais expliquer pourquoi. Tu es établi, en l'occurrence ici au Canada, tu es établi de façon pérenne, mais ça a 2 conditions, c'est-à-dire que c'est une carte que tu finis par recevoir de résident permanent, tu dois la renouveler tous les 5 ans, et tu n'as pas le droit de faire certaines choses au pays, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de voter. Tu n'as pas le droit tu n'as pas de droit civique, tu n'as pas le droit de voter et tu n'as pas le droit de te présenter aux élections. Et 3e point, qui me paraît le plus important et le plus logique, tu n'as pas le droit de postuler à des postes de responsabilité impliquant une haute sécurité pour le pays. D'accord. Parce que tu n'es pas canadien, donc voilà. Donc ça, c'est la résidence permanente. Je l'ai obtenue en novembre 2017. Et donc je l'ai obtenue au bout de 14 mois. 14 mois de démarche, c'est-à-dire un dossier épais comme ça, où il a fallu quasiment se foutre à poil, on va être très clair, se mettre à nu devant l'administration, c'est-à-dire que tu dois prouver que tu t'es pas marié juste pour la résidence permanente, ce genre de choses. Tu dois prouver que tu vis au pays et que tu participes à la vie du pays. À la vie du pays. T'es pas juste là pour l'obtenir et pour le. Donc on a fait un dossier épais comme ça avec Véro, avec les photos du mariage et tout ça, enfin tout un bazar. Et pour ce qui est de la citoyenneté, j'ai déposé mon dossier de demande de citoyenneté à la fin de l'année 2019, mais vous vous doutez bien qu'avec le Covid, pour l'instant, c'est sur la glace. La seule chose que je sais, c'est que le dossier a été réceptionné par la partie de l'administration qui s'en occupe. Pour l'instant, on en est là. J'ai envie de dire pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est que s'ils m'ont rien demandé, c'est que ça va bien. Et puis, on va voir avec le Covid quand est-ce que ça va avancer, si on va m'envoyer demander des choses, sachant que pour la citoyenneté, il y a un examen de citoyenneté à passer. Donc avec la distanciation, ça paraît un peu compliqué de mettre des gens dans une salle pour passer un examen. Donc c'est un petit peu en stand-by et puis on verra bien ce qui se passe. Si d'aventure ça dure vraiment et que ma carte de résident doit être renouvelée, je vais la renouveler le temps que ça se fasse. Mais un jour, je serai citoyen. Ouais, il faut que tu aies ta carte de résident permanent, enfin, je veux dire, il faut que tu l'aies valide en attendant d'avoir ta citoyenneté, on est d'accord? Absolument, absolument. Elle dure 5 ans. Elle a une échéance. Elle a une échéance, en l'occurrence, en 2023. Je crois qu'ils l'ont un petit peu prolongée pour qu'elle dure. Parce que comme c'était fin 2017, je sais plus, je suis pas bon en maths, mais elle est censée durer 5 ans, peut-être un petit peu plus pour éviter les emmerdes, mais c'est ça. Donc au bout de 5 ans, si je dois la renouveler, je vais la renouveler. Mais c'est pas parce que tu as déposé un dossier, par exemple, que on te dit, voilà, vous êtes... Non.
Ah Je non, veux non, dire, non, 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 il mais suffit tu pas vois de. Non, la non, il nuance. suffit pas de. Oui, c'est très intelligent de me faire redire ça. Non, non, c'est pas parce que tu déposes un dossier que tu es citoyen canadien au bout d'un certain temps, s'ils sont contents de ton dossier. Non, non. C'est Tu pas, passes vous un. avez pas de nouvelles. Ah, ça y est, c'est fait. Voilà. Non, 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 non. Il y a un examen de citoyenneté à passer et de mémoire, tu dois obtenir 75%, 70 ou 75% de bonnes réponses. Un examen d'un certain nombre de questions, je crois que c'est 40 de mémoire. J'avoue que je n'ai pas révisé. On fera une émission là-dessus à la rigueur si Ouais, y a à des la rigueur, intéressés. oui, Ouais. je pense qu'il y aura une émission sur la citoyenneté de toute façon. Mais aussi, une fois que l'examen est passé, tu attends un certain temps et puis tu es convoqué à une cérémonie de citoyenneté auquel tu... parce que bon, je me suis quand même renseigné, faut pas déconner, je veux savoir ce qui m'attend. Donc tu vas dans une salle, tu prêtes serment. Tu prêtes serment à la reine Elisabeth II, qui fait de toi un citoyen canadien. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le chef de l'État du Canada n'est pas Justin Trudeau en tant que Premier ministre, c'est la reine Elisabeth qui est sur le trône d'Angleterre depuis les années 50, depuis 1952, qui est officiellement le chef de l'État. C'est effectivement Justin Trudeau, pas Justin comme je l'entends en France, et ça me rend fou. C'est pas Justin Timberlake, hein, c'est Justin, hein, parce qu'on est au Québec. Enfin, on est au Québec, il est québécois d'origine, donc c'est Justin Trudeau. C'est Justin Trudeau. Et donc Justin Trudeau prend les décisions, mais formellement, c'est elle la chef d'État, et elle est représentée au Canada par la gouverneure générale qui aujourd'hui est Madame Julie Payette. Si vous êtes curieux, vous saurez que Julie Payette a été notamment astronaute, est allée dans l'espace. Voilà. Donc oui, la citoyenneté est en cours. J'ai pas de nouvelles depuis pas mal de mois, mais j'essaye de pas trop y penser. Très honnêtement, j'essaie de pas trop y penser en me disant. On va croiser les doigts pour que ça marche. Non. Oui, non, c'est pas une question de croiser les doigts, c'est que je me dis que si le dossier a pas de problème, un jour je serai convoqué à l'examen, puis à la cérémonie, et à partir de ce moment-là, comme je le dis, je changerai de drapeau. Est-ce que je vais rester français? Oui, mes racines sont toujours françaises, mais je pense que je me considérerai plus canadien que français par choix. Et puis voilà. Mais donc oui, la citoyenneté, elle finira par arriver, et oui, je suis résident permanent depuis 2017 et j'en suis très fier. Et d'ailleurs, pour terminer un peu là-dessus, parce qu'on va pas y passer, on va pas vous bouffer tout votre temps. Pour terminer là-dessus, c'est à partir du moment où j'ai obtenu la résidence permanente que, de manière personnelle, j'ai considéré que je pouvais me considérer comme québécois, même si il n'y a pas de nationalité québécoise et il n'y a pas de, entre guillemets, de papier, de carte, de ce que tu veux, qui te dit vous êtes québécois. Ça n'existe pas. Donc c'est à chacun de se le ressentir. Et il est vrai que pour la fête nationale, je me pose toujours la question est-ce que j'ai le droit de me dire que je suis québécois vu que je suis pas né ici, contrairement aux Québécois pur laine, c'est comme ça qu'ils se nomment ici. Je me pose parfois la question, je me sens plus québécois que français parce que je vis ici et que ma vie est nord-américaine, effectivement. Et elle est canadienne, elle est québécoise. C'est une question de ressenti personnel, après chacun est juge. On a parlé de l'administratif et moi j'ai envie de te dire, voilà, le parcours est terminé, hein, on va pas dire qu'il se termine. Non, il se termine jamais en fait. Non mais je veux dire, voilà, c'est pour ça, il se termine pas, mais pourtant la grosse du démarche quand même est faite. Oui. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que t'en as pensé de ce parcours? Est-ce que t'en es plutôt fier? C'est 4 ans, 4 ans et demi, tu veux dire? Bah en fait, quand t'as dit, bah voilà, je vais partir, cette année de démarche, de galère, parce que t'as dû en rencontrer, faut pas se leurrer. Comme tu disais, c'est pas tout beau, tout rose. Non. Qu'est-ce que t'en dirais? Comment tu le résumerais, ce parcours? En quelques phrases. C'est 5 ans et demi, parce que si on compte l'année de préparation, ça fait quand même 5 ans et demi. C'est ça. Comment je le résumerais? Je résumerais que je me suis découvert. Je me suis découvert parce que, alors, il y a un truc génial ou pas terrible selon les points de vue, avec les réseaux sociaux, en particulier Facebook, c'est que tous les matins, tu te tapes les souvenirs et tu peux regarder, je sais plus moi, mes plus vieux souvenirs, ils doivent dater de 10 ans maintenant, mais il y en a très peu. La plupart, c'est 7-8 ans les plus vieux.
et je me regarde et je fais, mais je suis pas du tout la même personne. Alors, ne serait-ce que physiquement déjà, hein, j'ai changé physiquement. Au fil du temps ici, je me suis aminci, aminci du visage, etc. J'ai pas perdu de poids, mais j'ai changé. J'ai fait un transfert, c'est-à-dire que c'est passé de la graisse en muscle, clairement. Même si avec le confinement, toujours pareil. Bon. Bonjour Grébouille. Et donc, comment je résumerais le parcours en dehors de ces changements notables? C'est que je me suis découvert dans le sens où j'ai découvert que j'étais capable d'abattre énormément de choses, d'abattre énormément de boulot. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au premier épisode et puis un petit peu ici, quand je suis parti, je n'étais pas rassuré, je me dis que je vais me planter, enfin bref, une espèce de mentalité de crainte, sans parler de perdant, mais de crainte. Et aujourd'hui, quand il y a un truc à faire, je le fais, mais je bombarde, hein, on va dire que je bombarde. Aujourd'hui, pour vous donner une idée d'où j'en suis en 2020, j'ai repris mes études à 33 ans, donc j'ai repris avec succès mes études l'an dernier, chez mon entreprise de rédaction en travailleur autonome qui fonctionne bien. Ça me permet d'avoir un revenu de ma propre initiative et ça va bien. Mais je suis persuadé, par exemple, que de ce point de vue-là, reprendre mes études en France, je ne l'aurais probablement pas fait, avoir ma propre entreprise non plus, parce que la mentalité ici n'est pas la même, et mes propres ressentis, ma propre force de caractère n'est plus la même. C'est-à-dire que si je dois me mettre dans un projet, je vais mettre tous les efforts dedans, et je m'arrêterai que quand ce sera fait. C'est-à-dire que, bon, je me préserve, on s'entend, je ne vais pas non plus me flinguer la santé, ce que malheureusement beaucoup d'expatriés font, c'est-à-dire qu'ils veulent tellement réussir qu'ils s'oublient un peu. Donc ça, j'ai un garde-fou parfait en la personne de Véronique qui dit là, tu vas trop loin, tu ralentis. C'est déjà arrivé. Donc, qu'est-ce que je retiens de ce parcours? J'ai fait un parcours, alors, tant pis, hein, y a des gens qui me disent que j'ai le gros boulard. Hein. C'est pas grave, c'est le tien, donc voilà. Oui, tant pis, j'ai un gros boulard, merci. Non, j'ai eu un parcours de fou. J'aurais jamais fait ça avant. Prendre l'avion, passer l'océan et tout plaquer et tout risquer, parce que quand on part du principe que c'est une immigration définitive, tu mets tout sur la table. Tu fais tapis, là. Tu mets tout. Les VVT étant limités dans le temps, tu as des gens qui partent pour revenir. C'était pas mon cas. Moi, je mettais tout. J'ai tout mis par terre. J'ai dit, on y va. Et je n'ai jamais regretté. J'ai eu peur. J'ai des doutes. Quand aujourd'hui, des fois, c'est normal, on a tous des doutes. Je suis pas un surhomme non plus, mais par contre, ce dont je suis certain, c'est que oui, j'ai acquis une force de caractère et une force physique incroyable. Ça, c'est clair. Et d'autant plus avec le handicap qui fait que ça me ralentit. Alors, est-ce que ça fait de moi un surhomme? Non. Est-ce que ça fait de moi un exemple à suivre? Moi, je dirais non. Je sais de sources sûres que certaines personnes se servent de mon exemple en disant on est capable de tout faire si on y met la volonté. Ça me fait plaisir. Après, je vais pas me starifier non plus. Il y a des milliers de gens qui s'expatrient, qui émigrent tous les ans. Je suis un bon exemple. Ça s'est bien passé pour moi parce que en dehors de ma propre réussite et de mes propres efforts, il y a aussi les efforts de mon entourage. Ne jamais oublier ça. Si vous voulez réussir une expatriation, c'est mieux d'avoir des gens positifs autour de vous qui vont vous pousser plutôt que de vous mettre la tête dans la flotte. C'est un tout. Une expatriation, j'ai dit au début du premier épisode que c'était égoïste, mais pour qu'elle soit réussie, il faut que des gens soient autour de vous. Ils vont pas forcément vous aider à faire mieux. Ça dépend de quel est votre projet. Mais ils vont être là à vous soutenir si c'est nécessaire. Quand tu as fait un bon coup, on va te féliciter pour ton bon coup. Ça aide énormément, ça. Ça motive, ça booste. Alors, oui, c'est une question de motivation et de boost, mais c'est aussi une question d'état d'esprit. Quand tu tentes quelque chose, tu as des gens qui disent ouais, vas-y, bah, c'est sûr que c'est plus facile que si c'est quelqu'un qui dit ouais, non, tu vas te planter. Et tant pis, hein, je vais briser un truc pas très cool, mais j'ai des gens qui m'ont dit que j'allais me planter. Et à différents niveaux. Je veux dire, j'ai même des gens administrativement qui m'ont dit vous allez vous planter. C'est pas uniquement des gens autour de soi qui sont potentiellement pas très cool, c'est aussi des gens qui vont dire non mais c'est de la folie ce que vous faites. Voilà. Donc ça existe,
Maintenant, faut être capable d'être un petit peu sourd. Et moi, qu'est-ce que je retiens de mon parcours? Que j'ai réussi des trucs que j'aurais jamais cru possible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok, bah écoute, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer? Enfin, La seule chose que je rajouterais, mais qui est une évidence, on va me prendre pour un Captain Obvious de première catégorie, vous avez envie de faire ça, faites-le. Il n'y a oser. rien de pire. Ouais, c'est ça, oser. Parce qu'il n'y a rien de pire que les regrets. Et Dieu sait que j'en ai quelques-uns, on en a tous. Il n'y a rien de pire que les regrets. Moi, j'ai vu des gens, pas dans mon entourage, mais bon, on lit des trucs, on voit des choses. Des gens qui ont laissé tomber un projet quelconque, hein, il n'y a pas besoin d'être forcément expatrié, Mm. et qui le regrettent toute leur vie. Ils se sont dit, mais il y a 10 ans, si j'avais fait ça. Vous voulez vous expatrier, vous voulez découvrir un autre pays, faites-le. Mais par contre, si vous revenez parce que ça n'a pas fonctionné ou vous n'étiez pas à l'aise, ce n'est pas un échec. Ça, c'est très important aussi. Et j'insiste là-dessus, ça va être le mot de la fin quasi. Ce n'est pas un échec si vous revenez. Vous avez tenté, ça n'a pas fonctionné pour X ou Y raison, le boulot n'a pas marché, vous ne vous êtes pas adapté parce que. Ce n'est pas un échec. Vous avez tenté et c'est déjà très bien. Ne jamais dire, parce qu'il y a beaucoup, j'ai encore lu pas plus tard qu'hier un article là-dessus, de gens qui ne reviennent pas, qui forcent leur expatriation, leur immigration, pour ne pas subir ce sentiment d'échec, parce que tout le monde, quand on revient, le retour d'expatriation, ça serait intéressant qu'on en discute. Mais le retour d'expatriation, c'est très difficile, pour diverses raisons, sur lesquelles on pourra peut-être revenir. Si ça vous intéresse, dites-le nous. Pourquoi pas. Quitte à trouver quelqu'un qui est revenu d'expatriation pour en parler. Par exemple, oui, ou que je vous fasse un retour par rapport à ce que j'ai pu trouver, parce que j'en ai trouvé beaucoup. Le retour d'expatriation n'est pas un échec. Vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné, ça peut ne pas fonctionner pour plein de raisons. J'insiste, ce n'est pas un échec. Vous l'avez fait, vous y êtes allé. C'est important Alors après, oui, mais toujours positif. Oui, c'est vrai, je suis toujours Il positif. faut garder le positivisme en fait. C'est tellement bon pour la santé. Ça, c'est tellement bon pour la santé. Et effectivement, si vous revenez, c'est que ça n'a pas marché ou vous êtes revenu pour une Y raison. On parlait, je ne sais plus si c'est dans cet épisode ou dans cet épisode-là ou le précédent de témoignages YouTube. Moi, j'ai Cam Setel qui me vient à l'esprit. Cam Setel, c'est une chaîne YouTube d'une Française qui est partie au Québec. Ouais, en description, on va la mettre en description, t'as raison. Elle est partie au Québec pendant 6 ans. Ça s'est très bien passé, a priori, si on se base sur ses vidéos YouTube. Elle est rentrée au bout de 6 ans pour des raisons personnelles. Principalement, elle le dit pour se rapprocher de sa famille. C'est pas pour autant que ces 6 ans à Montréal, c'était pourri. Au contraire, ça s'est très bien passé et puis elle en garde un excellent souvenir. Elle est rentrée au bout de 6 ans. Elle est repartie à Montréal quelques semaines après son retour parce qu'elle obtenait la citoyenneté canadienne et elle devait se rendre à la cérémonie. Donc c'est pas un échec de rentrer. Il y a plein de raisons qui font que vous pouvez rentrer. Il y a des gens qui vont rentrer au bout de 1, 2, 3, 4, 5 ans pour X ou Y raison. C'est pas un échec pour autant, c'est une expérience qui va les marquer toute leur vie. Moi, j'ai décidé que c'était définitif et je fais tout pour et ça se passe très bien parce que j'ai mis tous les bons noms aux bons endroits. C'est pas le cas de tout le monde. Encore une fois, un pont entre deux cultures, c'est un témoignage, c'est pas une parole d'évangile et il faut le retenir. Et c'est important, d'essayer, si vous revenez, c'est pas un échec. Et si vous réussissez, alors champagne les gars. Et les filles. Voilà. Bah écoute, c'est sur ces mots qu'on va terminer cette émission et du coup ce thème sur l'expatriation, sur l'immigration. Je te remercie d'avoir répondu aux questions. Ça m'a fait plaisir. Vous pourrez nous retrouver du coup sur nos réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Instagram et sur nos blogs. N'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires. Nous serons ravis de vous répondre, que ce soit moi ou Mathieu. On va vous laisser en vous souhaitant une bonne fin de journée ou une bonne soirée. À très très bientôt sur la chaîne pour une prochaine émission d'un pont entre deux cultures sur un thème différent. À très vite les amis. Ciao. Bye.